Vous l'avez demandé, je dirais même que vous nous avez supplié dans les derniers mois. L'univers l'a demandé, en fait. On pouvait pas vraiment faire autrement. Oui, c'était une commande directe de l'univers. Les gens l'ont pas demandé. Les gens sont juste allés sur le feed pour voir il était où l'épisode spécial. Puis ils étaient comme, voyons qu'il n'y en a pas. Ouais. Exactement. Donc, on est de retour pour un épisode spécial de Manger les riches pour conclure la saga Elon Musk. Parce qu'en toute attente, on a reparlé d'Elon Musk dans l'actualité après qu'on ait fini notre podcast. Mais moins dans les derniers jours. Je suis très curieux parce que ça a été comme une explosion, la chicane avec Trump. Puis après ça c'est comme silence radio quelques jours après. Fait que je suis quand même curieux. On va tout décortiquer ça ensemble, Colin. Mais oui, c'est ça. Ça fait, moi, en tout cas, depuis que le podcast a fini d'être publié, on a publié le dernier épisode il y a à peu près un mois, quoi. J'arrête pas de recevoir des demandes partout sur les réseaux sociaux, sur Ko-fi pour un épisode spécial pour conclure la saga d'Elon Musk. Fait qu'on le fait aujourd'hui. On n'avait pas le choix après le divorce brutal et... Même avant la chicane de divorce, il y a des gens qui demandaient un épisode spécial. Ouais, même avant la chicane, j'avais des demandes de conclure, poursuivre l'histoire. Mais là, avec le divorce Trump et Musk, on n'avait pas le choix d'en revenir. Donc, voilà. Avant de continuer, il y a peut-être des gens que c'est la première fois qui écoutent Manger les riches. Donc, je me présente. Je m'appelle Pierre-Luc Ouellette et je suis accompagné, comme toujours, de mon ami, collègue et humoriste Colin Boudria. Ça va, Colin? Ça va très bien. En même temps, c'est la première fois que vous écoutez Manger les riches. Mais c'est ça, écoutez donc les autres épisodes. En fait, vous avez vraiment commencé à mauvaise place, là, je veux vous le dire. On a fait une saison en 6 épisodes où on est allé de fond en comble dans l'histoire, dans la vie personnelle d'Elon Musk. Donc, allez écouter ça en premier, puis revenez après. Ça va être vraiment la peine, oui. Un meilleur ordre. D'ailleurs, juste avant qu'on commence à parler de Musk, je veux en profiter parce que c'est le premier épisode qu'on enregistre depuis qu'on a publié la saison 1. Et donc, quand on enregistrait, on savait pas ça serait quoi la réception, si ça allait intéresser des gens, s'il y allait seulement avoir des gens qui allaient nous écouter. Et je vais me permettre de baisser mon masque de sarcasme, là, d'enlever mon masque de sarcasme quelques instants. Parce que c'est très content des chiffres. Oui, je suis très content. On a eu une réception au-delà de mes attentes. Je sais pas si je te l'avais dit, mais avant de le publier dans ma tête, là, j'avais gardé ça pour moi. Là, je m'étais fait un peu des objectifs là, chiffrés de ce que j'aimerais atteindre. Là. Je me disais, ça, on a genre 3000 personnes qui l'écoutent. Là, puis... Comme tu visais 3000 par épisode ou tu visais 3000 écoutes en tout? Okay. Ouais, je me disais, j'aurais été un petit peu déçu. Ouais, mais moi, tu sais, mes attentes n'étaient pas élevées. Je suis pas une célébrité. Je suis pas Mike Ward qui se part un podcast, tu comprends? Là, le monde sont pas comme. J'ai hâte de voir ce que Pierre-Luc va faire. J'ai vraiment hâte d'entendre le podcast de Mike Ward sur Elon Musk. Fait que, voilà, je m'étais fait, je me dis, 3000 downloads, mettons. Puis, tu sais, sur Ko-fi, si on ramasse genre 50$, je vais être vraiment content. Puis, ça a dépassé toutes nos attentes. Les chiffres. On a fait 75$. On a fait 75$. Donc, on a dépassé le 10 000 téléchargements il y a un peu plus qu'une semaine. Fait que ça, déjà, c'est super encourageant et ça continue de monter. Donc, merci d'être fidèle au rendez-vous. Et en plus, sur Ko-fi, vous avez été très, très généreux. Vraiment, vraiment au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Donc, merci beaucoup. Ça aide énormément. Puis continuez à le faire généreusement parce que finalement, Ko-fi prend une vraiment plus grosse cote qu'on pensait. Ouais, c'est quand même vrai, ça aussi. Puis au-delà de l'argent, en fait, même si juste de liker le podcast, de partager, de donner des notes, tout ça, ça fait une grosse différence. Donc, encore une fois, merci. Puis on va en profiter pour faire 2 annonces aujourd'hui. Colin, je t'avais même pas dit qu'on faisait ces annonces-là. Je vais vraiment faire semblant. Tu vas faire comme même si pas t'étais au courant. besoin de me le dire, je vais faire semblant de savoir tout. OK, parfait. Comme quand ma blonde donne un cadeau à ses neveux, puis je fais semblant de savoir exactement c'est quoi d'avance. Ah oui, t'es-tu content, Jules, de ça? C'est quoi déjà? Donc, la première annonce, on vous prépare 2 épisodes, en fait, peut-être même 3, on va voir, des épisodes spéciaux qui vont sortir au courant de l'été. Oui. Je vous dis pas encore les sujets. Il y en a un premier que je vais animer qui va être sans Colin. Je le remplace par... on va avoir une invitée spéciale, je vous dis pas encore qui. Une femme? Une femme. Je vais expliquer des choses à une femme pendant 1h30, ça va être super. Oui, c'est ça. À mon nom, on se demandait, c'est weird que ça soit juste un épisode de 2 gars qui parlent, mais on s'était rendu compte que l'autre option, c'était un gars qui explique quelque chose à une fille pendant 1h30, ce qui est potentiellement pire, mais ouais. Potentiellement pire. On va faire le test cet été. Vous nous écrivez pour nous dire que vous avez été super mal à l'aise pendant tout le long de l'écoute. Donc, je vous dis pas encore c'est qui notre invité, mais je suis très, très flatté, très touché qu'elle a accepté de venir. J'ai hâte de vous la présenter. C'est une personne très intelligente, très drôle, vraiment, vraiment meilleure que Colin. C'est correct, fair enough. Je sais c'est qui, puis je suis d'accord. Parfait, yes. Et un autre épisode spécial où cette fois-ci, on va inverser les rôles. Oui, c'est un épisode spécial où c'est moi qui explique à Pierre-Luc quelque chose sur... Je vais dire c'est qui la personne. Oui, vas-y. C'est moins des richesses hyper grosses comme Elon Musk, mais c'est une personne qui est tout aussi instable. C'est McAfee.
l'inventeur ou celui qui a commercialisé l'antivirus, McAfee, qui est quand même connu et qui est souvent installé de force sur vos ordinateurs, puis vous pouvez même pas vous en débarrasser. Ce qui est très ironique pour un antivirus, là, c'est comme l'affaire la plus chiante sur mon PC en ce moment, c'est McAfee. Et qui a une vie qui a aucun hostie de bon sens. J'ai très hâte d'en parler. Ça va être ça, c'est une affaire un peu manger les riches, puis en même temps un petit peu true crime et thriller. Fait que ça va être quand même intéressant. J'ai hâte de voir parce que je me souviens d'avoir vu des trucs passer qui étaient super weirdo, mais je me rappelle de rien spécifiquement. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu googles des images de McAfee, la majorité des images, c'est lui en chess avec un fusil puis avec un chapeau de samouraï. Oui, il a un peu l'air d'un pirate, d'un genre de pirate weirdo là, sur le crack. Là. Fait que j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus, Colin, et je me fais un point d'honneur de pas faire de recherche parce que je veux être surpris, Parfait. Je veux vivre vraiment l'expérience entière de manger les riches de l'autre côté du divan. Donc, c'est ça, peut-être 3 épisodes spéciaux qui vont sortir cet été, donc gardez un œil là-dessus. Et l'autre grande nouvelle, en fait, c'est que, on vous le confirme, on travaille sur une saison 2. On n'a pas encore vraiment commencé. Donc, si vous avez des suggestions, on a une bonne idée de qui on veut parler, mais on est encore négociable. On accepte les pots de vin comme tout bon milliardaire. Non, mais sincèrement, si jamais vous avez des suggestions des personnes de qui vous aimeriez vraiment qu'on parle, que ce soit pour la saison 2 ou qui c'est peut-être une saison 3, 4, 5, n'hésitez pas à nous contacter. Soit vous pouvez me contacter sur Instagram, PLWallet, ou à l'adresse courriel mangerlesrichespodcast@gmail.com. On a une adresse courriel. Oui, exact. Okay. Donc, si jamais vous avez des suggestions, même des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager. Ça me fait toujours plaisir de lire ça. Et même si c'est pas pour la saison 2, là, on va quand même garder des petites idées en banque pour les prochaines saisons. On est super, oui, c'est super apprécié, mais c'est pas obligé. Si votre suggestion, c'est juste écrire un courriel à Pierre-Luc pour dire « Hey, parler de Bezos ou parler de Bill Gates », on y avait déjà pensé, ceux-là. Mais en même temps, si on voit qu'il y a 10 000 personnes qui aimeraient entendre parler de Bill Gates, je vais peut-être y penser plus sérieusement. Donc, voilà, mais encore une fois, puis là, après ça, je vous promets, on commence, là, la poutine achève. Vous avez été généreux sur Ko-fi, mais n'hésitez pas, si vous avez les moyens, ça nous aide beaucoup. C'est énormément de travail, encore, ce podcast. Je pensais que j'allais réussir à le faire en moins de temps pour la saison 2 et je pense vraiment pas que ça va être le cas. C'est beaucoup d'heures de recherche et d'écriture, donc ça aide beaucoup. Ça m'aide à payer mes nombreutés parce que je bois pas de café. Mes nombreutés, ça m'aide à me calmer quand je lis des milliardaires et l'hébergement pour le podcast. Donc, encore une fois, merci. Et puis sinon, si vous n'avez pas les moyens ou même juste envie de contribuer financièrement, des likes, des partages, en parler à vos amis, ça fait toute une différence. Cotez aussi les épisodes 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça aide beaucoup. Puis là, il y a une plateforme qu'on peut faire des critiques, puis pas l'autre. En tout cas, je pense, non, c'est pas vrai, sur Spotify, j'ai vu que vous pouvez faire des critiques. Tu peux faire des commentaires, en fait. Tu peux juste commenter l'épisode pour chacun des épisodes, mais ça, c'est une nouvelle affaire, ouais. Mais c'est ça, je réussis pas à y voir parce que je suis pas abonné à Spotify. Moi, je suis abonné, on pourrait. Ok, tu me les partageras, sinon écrivez-moi là en courriel si vous avez gagné ça, parce que... Puis t'as même pas une affaire de host. En tant que host, tu peux pas les voir non plus. Genre, y a pas automatiquement. Je pense qu'il faut que j'y aille manuellement. En tout cas, Apple Podcast, j'ai lu tous vos commentaires. Spotify, je les ai pas lus. Fait que j'espère qu'il y avait pas d'urgence. Si, mettons, vous êtes en train de faire un arrêt cardiaque, puis que vous avez besoin d'aide, appelez le 911. Appelez le 811 qui vont vous dire d'appeler le 911, puis c'est pas de notre ressort. Mais laissez pas un commentaire sur Spotify, je les lis pas. Voilà, donc c'est tout pour notre poutine de début de podcast. Et on a beaucoup d'auditeurs français, Colin. Fait que je sais pas, j'ai besoin d'expliquer c'est quoi la poutine, mais on a... ça va. Ils parlent de poutine bien plus souvent que nous autres. On a un 20% d'auditeurs français, donc on vous salue et je vais essayer d'adapter mon vocabulaire. Maintenant, tout le podcast va être en français international. Non, honnêtement, c'est ça qu'ils aiment. Quand je fais des shows en France, il faut pas que j'adapte trop l'accent. C'est pas si pittoresque un peu. Oui, c'est ça. Je comprends. Donc... Il rit absolument pas pour les bonnes raisons. Insulte pas les Français, c'est 20% de notre public, Colin. Alors, on est là pour faire le post-mortem d'Elon Musk. Post-mortem de sa carrière politique, là, pas dans le sens qu'il est mort, quoique à la vitesse où les choses vont, peut-être qu'il sera mort d'ici est-ce qu'on publie l'épisode demain. C'est un épisode le plus court aussi en délai. Hein. Oui, on l'enregistre mercredi et normalement jeudi devrait être publié. Puis là, si vous l'écoutez, je vais pas le monter. Fait que si vous l'écoutez vendredi, vous êtes comme il avait pas sorti hier, vous saurez que j'ai été paresseux dans mon montage. Fait que je me mets des petites contraintes comme ça pour m'obliger à travailler. Donc, un épisode spécial aujourd'hui. On avait décidé d'arrêter la première saison de Manger les riches sur Elon Musk avant les élections américaines. Oui, en plus, c'était stratégique parce qu'on se disait que c'était trop de job. Genre, c'était trop de job puis que ça serait trop dynamique de ça arrêtera pas de bouger. Là. Exactement. Puis je pense qu'on a eu raison parce que juste en 3 jours, la semaine passée, on dirait que le monde a viré de bord. Fait qu'on va essayer de résumer. Je vais pas faire toute l'histoire des élections au complet, mais on va quand même regarder les grandes lignes, surtout au niveau de Dodge, qui était Dodge
Doge, Dog. En tout cas, je sais pas comment il faut prononcer la Doge, je pensais que c'était Doge. Je pense que c'est Doge. Ouais, Doge. Au niveau de Doge et de la rupture, évidemment, la semaine dernière entre Trump et Musk. Donc, on va faire l'histoire de leur divorce et contrairement au divorce de mes parents, vous allez voir, c'est super jouissif. Je vais pas faire le résumé de toutes les élections, là. J'ai l'impression que tout le monde sait les grandes lignes. Trump, J'aurais aimé que tu dises contrairement au divorce de mes parents, les deux avaient tort, contrairement à la situation avec mes parents où c'est telle personne. Ouais. Oui. Écoute, j'en parle à ma thérapeute suffisamment. Okay. Mais bonne chance, maman, avec tout ça. OK. Alors, c'est ça. J'ai l'impression que tout le monde connaît les grandes lignes des élections. Là. Trump s'est représenté aux élections présidentielles pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, on s'est dit, il n'y a aucune chance de gagner. Il a gagné. Musk l'a appuyé. Il s'est mis une casquette noire. Il a sauté dans les airs. On y a eu à Biden. Et puis, Musk a donné le coup d'envoi possiblement le premier gouvernement officiellement fasciste des États-Unis en faisant 2 saluts nazis. Oui, c'est ça. C'est comme le lancer de la balle. C'est comme le lancer de la balle, mais ouais. Il a donné le ton tout de suite pour que tu saches comment que ça allait être. Fait que c'est bon, on est tous à la même place. Comme promis, pendant les élections, Trump avait promis de créer le DOGE, donc le Department of Government Efficiency, un département qui allait être mis en charge de couper dans les dépenses gouvernementales. Donc, Musk a été nommé à la tête de ce département-là, avec un autre homme qui a démissionné vraiment plus tôt. J'oublie son nom. Là. Puis est-ce que c'était prévu, dès qu'il a annoncé qu'il y aurait ce département-là, ça a été conçu sur mesure pour Musk, en fait? Oui, c'était l'idée de Musk qui avait lancé un peu en joke sur Twitter apparemment au début. Mais oui, ça a été conçu pour Musk. Et il avait aussi annoncé que ça allait être une initiative qui avait une date d'expiration, en fait. On va y revenir. Normalement, c'était supposé de se terminer le 4 juillet. Ça s'est terminé un peu plus tôt, mais c'était prévu dès le départ que ça allait pas être de quoi qu'elle allait être permanent et que Musk ne serait pas un fonctionnaire du gouvernement de façon permanente. Donc, Trump a fondé Doge, il a mis Musk à la tête. Musk a inventé des fraudes inexistantes, trucidé toutes les agences et organismes qui avaient déjà mis des bâtons dans les roues. Trump a fait de la promo de Tesla devant la Maison-Blanche. Le reste du monde a organisé un boycott de Tesla, mais ça n'a pas eu un si gros effet sur l'action parce que la valeur de l'action de Tesla est depuis longtemps basée beaucoup plus sur le culte de la personnalité de Musk que sur des quelconques chiffres liés à la réalité. C'est un bon résumé, je pense, des premiers mois de 2025. Renvoyer plein de monde qui ont essayé de réengager après, mais qu'il y a plein de monde qui ont refusé aussi. Oui. Fait que le constat d'échec est venu vite aussi quand même. On a coupé beaucoup trop vite dans beaucoup trop de postes. On va y venir, Colin. J'ai des chiffres quand même assez sérieux en plus. Et toi, ces économies-là ont coûté très, très cher. Oui. Mais oui, c'est ça. Donc, avant de parler de la rupture, je vais quand même dire quelques mots sur Doge. Et oui, j'en reviens pas encore qu'un département, peut-être le département le plus influent du début de la présidence de Trump était nommé en l'honneur d'un meme de crypto-monnaie. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Surtout tellement lame. En fait, Moi, ce que je trouve plus ridicule, c'est que Musk décroche pas des gags de Doge, puis comment il adore ça, puis comment... Oui, parce que c'est un très vieux meme, là. C'est un vieux meme qui était même pas à lui, que lui, après ça, il a racheté la crypto, il a fondé la crypto à cause du meme. Je le sais pas. Mais il a fait plein de vous voyez, quand je suis blasé, je suis supposé être l'expert de Musk, puis tu me poses des questions, puis je suis comme, je le sais-tu. Je suis vraiment à bout d'en parler. Pour vrai, après ce podcast-là, j'en parle plus jamais à personne. Mais il a fait plein de variations. En tout cas, il a fait bouger le marché exprès avec des tweets et des trucs comme ça, puis il s'est mis plein d'argent en poche avec Doge. Oui, si c'était pas qu'il est déjà milliardaire, ça serait complètement illégal. Oui. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Donc, l'objectif de Doge, c'était de faire économiser au début 1 billion au gouvernement, soit 1 million de millions. En anglais, ils utilisent trillion pour dire ce montant-là. Nous, en français, c'est 1 billion, mais ne pas confondre avec 1 milliard, parce que, bon, en anglais... Parce que billion en anglais, c'est... En anglais, 1 milliard, c'est 1 billion, et 1 trillion, pour nous, c'est 1 billion. Fait que quand je dis 1 billion, c'est 1 million de millions. C'est 1000 milliards. Ce qui est une somme assez dure à se figurer, là. C'est 12 zéros, pour vous donner une idée. Le budget, juste pour donner encore une ordre de grandeur de combien vous voulez économiser, l'objectif, c'est ça. Au début, c'était 1 billion. Le budget total du gouvernement fédéral américain en 2024 a été de 6,75 billions. Fait que ça serait un septième du gouvernement total, oui, des dépenses totales du gouvernement. Puis encore là, ce billion-là, moi, ça me semble affreusement ambitieux, mais c'est un objectif qui a été révisé à la baisse parce qu'au début, il parlait de faire sauver 2 billions. Fait que rendu là. Pourquoi pas? Pourquoi pas 10? Oui, tant qu'à juste dropper des chiffres, c'est ça. Vous pouvez bien dire celui que vous voulez. Là. Alors, le résultat, est-ce qu'on atteint ce billion en économie?
C'est assez controversé. L'objectif a été revu à la baisse une nouvelle fois. Selon Doge eux-mêmes, les économies à ce jour seraient chiffrées à 180 milliards, ce qui est à peu près 18% de l'objectif initial. Mais moi, je suis surpris. Moi, je pensais qu'il était dans le rouge. Moi, je pensais que ça avait coûté plus cher. OK, on va y venir aussi. Eux autres, ils disent qu'ils ont économisé 180 milliards. Ça, c'est Doge eux-mêmes. Pas encore là, c'est ça. De faire confiance à ce chiffre, c'est de faire preuve d'une belle, d'une bonne foi touchante. Là. Oui, c'est comme les gens qui achetaient encore des Tesla il y a 2 ans en faisant comme, oh non, il est nice, il est nice. Oui, c'est ça, exact. Mais, OK, moi, mon autre question, c'est, peut-être tu vas y venir tantôt, mais est-ce que... j'imagine que les gens étaient salariés dans Doge. On sait-tu combien? C'est-tu transparent, ces affaires-là? Parce qu'à la limite, peut-être que Musk le faisait juste pour le cloud, là, mais tous ces petits employés qui avaient 21 ans puis des coupes de brocoli, eux, ils étaient-tu payés? Je ne sais pas. J'ai pas le chiffre des salaires. Puis ils ont été, en effet, assez... Ils disaient qu'il allait être non bien transparent, mais ça a été assez opaque, tout ça. En fait, qui a été engagé, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, quels accès ils ont eu, tout ça, c'est très nébuleux et... en fait, à un niveau, c'est inquiétant. Là. Ouais. Beaucoup de gens qui sont inquiétés de à quel point on sait peu de choses sur Doge et comment ils ont fonctionné. Puis les informations qu'ils sont allés chercher sur la population. Puis oui. Exact. Donc, mais même, disons qu'on accepte qu'ils ont coupé 180 milliards en dépenses. Les coupures ont été sévères puis ça a causé une foule de problèmes. Il y a une analyse indépendante qui a été publiée à fin avril qui estimait que les économies, et je le mets en gros guillemets, qui ont été générées par le Doge allaient finalement coûter 135 milliards aux contribuables. Oui. Et ça inclut le 180 milliards sauvés. Là. Donc, il compte le prix que ça va coûter. OK, fait que ça va avoir coûté 180 milliards plus... Exact. Oui, OK. C'est ça. Fait qu'on annule les économies et on rajoute 135 milliards de coûts. Il compte le prix que ça va coûter de réembaucher le personnel qui a été mis à pied, parce qu'il y a eu beaucoup de mises à pied, comme tu l'as dit tantôt, qui ont été faites trop hâtivement. Après ça, ils ont voulu réembaucher le monde et là, ça coûte l'argent. Le monde a renégocié, certains ont dit non. La perte de productivité qui a été générée aussi, qui va avoir coûté des dizaines de milliards. Et fait que ça, c'est juste ce qu'ils ont calculé dans ce 135 milliards-là, mais ça compte pas les coûts des nombreuses poursuites envers le gouvernement et les impôts qui seront pas perçus en cause des coupures qui ont été faites dans la IRS, le service du revenu américain, le fisc américain. OK, c'est même pas une affaire d'il y a tellement de monde qui ont perdu leur job que eux paieront pas d'impôts, c'est qu'il y a personne qui va pouvoir aller récolter d'impôts. L'IRS se sont fait amputer beaucoup d'employés et ils estiment que les coupes pourraient mener à une perte de 10% des impôts perçus. OK. Ce qui représenterait, selon l'estimation de l'IRS, encore une fois, 500 milliards en perte. Fait que ça, c'est pas comptabilisé dans les chiffres que tu dis. Ça, c'est pas comptabilisé. Ouais, okay. Donc, on va le voir à la saison des impôts de 2026, là, pour 2025. Mais ouais, l'IRS s'attend à perdre 500 milliards en impôts qui seront pas perçus. Ce qui est une merveilleuse nouvelle pour les gens qui font de l'évitement fiscal, mais une moins bonne nouvelle pour le contribuable américain. Oui. Au-delà des mises à pied dans beaucoup de départements, les employés aussi qui sont restés doivent maintenant remplir des rapports hebdomadaires de productivité, ce qui diminue... La pire affaire de productivité ever. Ce qui diminue leur productivité parce qu'ils passent maintenant une journée de leur semaine à prouver ce qu'ils ont fait. Oui, on dirait la CAQ qui réinvente le système de santé. Genre, c'est tellement des affaires de... C'est tellement con, mais OK. C'est des affaires de... On fait tellement pas confiance aux gens qu'on embauche qu'on va se tirer dans le pied plutôt que de leur accorder notre confiance. Oui, on va les faire travailler plus pour... Oui. Pour nous prouver qu'ils servent à quelque chose. L'argent, c'est une chose, c'en est une bonne quand même. Là, on parle de centaines de milliards gaspillés, mais le bilan de Doge ne s'arrête pas là. Les coupes dans l'aide humanitaire américaine qui ont été lancées par Doge auraient mené, selon une estimation, selon un modèle de l'Université de Boston, à 300 000 morts à travers le monde en date du 28 mai dernier, en majorité des enfants. Déjà, les décès ont déjà eu lieu. C'est pas une affaire de projection. Exact. Il estime que jusqu'à maintenant, jusqu'au 28 mai, donc quasiment maintenant, là, plus une semaine, 300 000 personnes sont mortes à travers le monde en cause de ces coupures-là et en majorité des enfants. Je m'excuse, je sais qu'on essaie de rire dans ce podcast-là, mais ça, c'est un chiffre qui fait pas beaucoup sourire. Puis ça, c'est l'affaire de USAID, le USAID. Exact. Les coupes dans USAID. On parlait notamment, il y avait un reportage là, que j'ai vu hier sur une mère en Afrique que son enfant avait un cancer et tout ça, et le traitement était payé par les États-Unis à ce moment-là, par des cliniques qui étaient financées par l'aide humanitaire américaine. Et quand elle est tournée pour faire le traitement avec son enfant, ils ont dit ouais, désolé, on est coupé. Bonne chance. Et son fils est mort. Donc ça, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça en ce moment. Une vraie tragédie. Surtout qu'on considère que les États-Unis, c'est le pays le plus riche au monde. Et non seulement le plus riche au monde, mais le plus riche de l'histoire de l'humanité. C'est quand même fucked up
Comme coupure, voilà. Donc, si tu comptes bien, au lieu d'économiser 1 trillion au gouvernement, Doge pourrait finir par coûter pas loin d'1 trillion. Oups. Ils sont juste, oui, mais c'est juste une affaire de moins plus, là. Ils sont juste trompés de bord, mais. Exact. C'est juste qu'ils ont oublié que deux négatifs, oui. ça fait un positif. En fait, la rumeur dit même que quand Trump a appris que Doge coûterait finalement beaucoup plus cher que ce qu'il a sauvé, il aurait demandé à son entourage « Was it all bullshit? » J'adore que le politicien le plus puissant de la planète fonctionne sans se poser la moindre question non plus avant de prendre et de mettre en place des mesures. T'sais, on dirait que je connais du monde qui passe plus de temps à choisir ce qu'ils vont manger au restaurant, qui étudie le menu avant d'y aller une semaine avant. Mais c'est pas son cash, c'est ça. Puis lui, il est comme on va couper des milliards, fou, voire des trillions, puis on verra bien ce que ça va donner. Puis de toute façon, il va encore le spinner de... Tu sais, ça fit avec son image de je coupe, petit gouvernement, on veut pas des gouvernements qui prennent trop de place, qui se coûtent trop cher, mais oui, il spin à son avantage de toute façon encore. Là. Oui, il n'y a rien qui y colle, là, je pense. Je crois plus à la nouvelle qui va faire perdre confiance en Trump à ses électeurs. Là. Malheureusement, je pense pas que ça va arriver. Faudrait juste que, tu sais, parce qu'il avait fait la même affaire que la CAQ, excuse, j'arrête pas de parler de la CAQ, mais il avait fait un truc de distribuer des chèques à un moment donné signé par Trump. Hein. Oui. Dans son premier mandat, je pense. Faudrait juste qu'il réécrive à tout le monde, parce que là on a besoin de 500$. On envoie juste une facture à tout le monde. ça ferait changer la... Mais l'idée du gouvernement plus petit, t'en parles, puis oui, il monte ça à son avantage, mais tu vois, c'est au cœur de la dispute entre Musk et Trump à laquelle on a eu droit la semaine dernière. Donc, justement, c'est le temps qu'on le promet depuis tantôt, on va tomber dans le divorce. Musk et Trump. Et je me suis fié à une petite ligne du temps qui a été établie, donc je veux juste citer mes sources, être juste. C'est une ligne du temps qui a été établie par CNN de toute cette dispute-là, donc je m'en suis beaucoup inspiré pour vous relater les événements dont je vais parler aujourd'hui. Donc, le 28 mai, c'est le début de la fin. Musk annonce officiellement qu'il quitte l'administration Trump. Ça, c'était pas une surprise. Comme j'ai dit tantôt, c'était supposé se terminer le 4 juillet. C'est pile le jour où ils ont calculé les décès des enfants. Oui, je pense que c'est une coïncidence, ceci étant dit, mais oui, je pense pas que Musk a fait comme, voyons donc, 300 000 enfants, je m'en vais. Je pense pas que l'empathie l'a étouffé soudainement. Mais voilà, fait que oui, c'était annoncé, c'était supposé se terminer le 4 juillet, puis mais même ça faisait un petit bout qui laissait planer que ça serait peut-être plus court. Au début avril, Trump avait laissé entendre que Musk devrait tôt ou tard quitter pour s'occuper de ses entreprises. Donc, c'est ça. Mais ça se sentait, oui, ça se sentait, puis ils étaient moins publiquement ensemble, puis exact. On sentait qu'ils se chicanaient. Là. Le 4 juillet était la date choisie. Je pense que c'est parce que c'est ma fête. Moi, je pense vraiment que c'est la raison pourquoi il a choisi cette date-là. Certains vont dire que c'est encore le jour de l'indépendance, mais en tout cas, chacun son opinion. Tout le monde a le droit à son opinion. Donc, le départ de Musk a probablement été devancé pour plusieurs raisons. La première, c'est que Musk faisait face à plus de résistance au sein du gouvernement qu'il pensait. Il n'y avait pas d'expérience en politique, Musk. Il faut quand même se rappeler ça. Il n'avait jamais fait de politique active. Il avait été évidemment influent sur la sphère politique et vous direz, bon, tout est politique et bon, je suis assez d'accord, mais de politique dans le sens de l'appareil gouvernemental. Apparemment, qu'il était très frustré par le fait qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait comme dans ses entreprises, que quand il donnait des ordres, des fois, les gens faisaient juste dire, ben non, on fera pas ça, tu sais. Puis il essayait beaucoup de donner des ordres, même s'il y avait pas de mandat clair, même s'il il avait pas été élu, puis ouais. Absolument, puis qu'il était pas vraiment leur boss. Donc ça a causé apparemment beaucoup de frustrations qui ont un peu fait déchanter Elon Musk sur son implication en politique. Il y a aussi eu une défaite politique importante au Wisconsin. Je sais pas si tu as suivi ça un peu. Non, absolument pas. Il a donné plus de 21 millions pour appuyer la campagne d'un candidat républicain à la Cour suprême de l'État. Donc la cour du Wisconsin, la Cour suprême du Wisconsin, qui est un État souvent pivot, est contrôlé par les démocrates. Et là, il y avait une élection qui donnait l'opportunité aux républicains de switcher le contrôle. Est-ce que les juges de la Cour suprême sont élus? Ils sont élus. Mais aux États. Mais il y a la Cour suprême fédérale, puis ça, sont nommés. C'est ça. Exact. Okay. Mais là, on parle de la Cour de l'État, et ça, c'est une élection. Okay. Donc, c'est la campagne pour une élection judiciaire. On n'entend pas souvent parler des élections judiciaires pour cause. D'habitude, c'est pas aussi une grande envergure que les élections pour les représentants, les sénateurs. C'est la campagne pour une élection judiciaire la plus coûteuse de tous les temps, à plus de 21 millions. Et non seulement Musk, c'est ça, a donné des dizaines de millions, mais il s'est aussi déplacé publiquement à des rallyes, des rassemblements pour appuyer le candidat. Il y a même une photo complètement folle de lui avec un chapeau en forme de fromage à la tête. Bon, c'est un chapeau, je suis allé lire, c'est un chapeau qui est souvent porté par les fans des Packers de Green Bay au Wisconsin. Okay. C'est pas complètement aléatoire, mais je trouve ça quand même fou d'avoir une photo d'un des hommes les plus puissants du monde avec un chapeau en forme de fromage. Tu sais, je suis pas mal sûr que même si l'appareil photo avait existé pendant l'Antiquité, on n'aurait pas de photo de Jules César avec un chapeau goût
Bouddha, mettons. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Même si t'es l'homme le plus puissant du monde, si tu fais de la politique, t'es obligé de faire des niaiseries Un peu ridicule. Mets ton chapeau de fromage, oui. Pour parler à la population. Fun fact, dans mes recherches, ça n'a aucun rapport avec Musk, mais j'ai appris que Green Bay, à la base, c'est une colonie de la Nouvelle-France. C'est une colonie qui a été fondée par Jean Nicolet sous les ordres de Samuel de Champlain. Et avant d'être baptisée, la baie verte, donc c'est ça s'appelait la baie verte avant d'être Green Bay, évidemment. La colonie s'appelait la baie des puants parce que ça a l'air que l'eau a pu à Green Bay. Okay. Ça n'a aucun rapport avec Musk, mais je trouvais ça intéressant. Oui, c'est un fun fact. Donc, Musk a investi une somme record de 21 millions. Il s'est impliqué personnellement et a utilisé tout son clout pour faire élire le juge républicain. Et qu'est-ce que ça a donné? Son candidat a perdu par 10%, la plus grosse marge de défaite dans tout l'État. Donc ça, c'est une grosse défaite politique pour Musk qui a beaucoup nuit à son image, qui a fragilisé non seulement son image comme gros joueur politique, mais aussi celle de Trump, qui veut donc jouer la carte qu'il y a l'appui de la population et que les gens sont tannés des démocrates et tout ça. Et au Wisconsin, ils perdent une grosse élection. Voilà. Fait que ça a causé apparemment des frictions et c'est un des facteurs. Mais le plus gros facteur, c'est sans doute que ces entreprises sont arrivées avec des mauvaises nouvelles. Au premier trimestre, Tesla a vu une baisse de 13% de ses ventes, notamment à cause du backlash envers Elon Musk. Musk s'en doutait. C'était pas pour rien qu'il y a eu une opération de relations publiques devant la Maison-Blanche où Trump a acheté une Tesla et ils ont fait un défilé de Tesla devant la Maison-Blanche. Et Trump arrêtait pas. C'est l'affaire la plus américaine que j'ai vue de toute ma vie. C'est tellement américain. Là, ouais. Puis l'affaire la plus J'ai un petit peu adoré ça, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux, mais c'est comme oui. Ça serait une bonne scène dans un film. Mais oui, en fait, ça serait vraiment too much dans un film, mais oui. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Trump a appelé ça Tesla tout le long. Il l'appelait jamais Tesla, il disait Tesla. Il s'en calisse un peu même quand il fait des efforts. Mais apparemment, bon, c'est ça. Les chiffres se sont avérés pires que ce que Musk envisageait et ça l'aurait poussé à devancer son retour plus actif chez Tesla. Il est encore actif, évidemment, au sein de ses entreprises. Là, il n'a pas arrêté de s'en occuper. Mais, en fait, l'affaire, c'est que le but, c'est ce qui est. Si tu veux que les ventes arrêtent de chuter, t'as même pas besoin de revenir activement chez Tesla, que tu sois juste plus activement en politique. C'est juste que tu nuis, en fait. Ton entreprise n'a pas besoin que tu sois là, c'est juste que là, ouais. Mais en même temps, les ventes, ça a peu d'instance. Il y a une rumeur qu'il y a eu le 3 avril, comme quoi Musk allait probablement revenir d'ici une couple de mois. À ce moment-là, on disait juste d'ici une couple de mois, il va revenir. Fait que, tu sais, possiblement en juin, tu sais, ça a été plus tôt. Mais juste cette rumeur-là suffit à faire monter l'action de 5%. Fait que, tu sais. OK, fait qu'il y a vraiment des gens qui font plus confiance à l'entreprise si lui est là. C'est pas tant les chiffres de vente, encore une fois. L'action de Tesla dépend plus du culte de la personnalité de Musk que de chiffres ancrés dans la réalité. Fait que c'est ça. Musk a annoncé son départ le 28 mai, et effectif immédiatement. Le président l'a remercié pour son travail, puis c'était supposé être pas mal ça qui est ça. Mais la paix n'a pas duré 24 heures. Le 29 mai, en entrevue à CBS, Musk a déclaré qu'il était déçu par le One Big Beautiful Bill de Trump parce qu'il augmenterait le déficit au lieu de le réduire, en plus de s'attaquer à certains des résultats de Dodge. Fait que là, on va faire ce que manger les riches fait de mieux, c'est-à-dire une parenthèse. Et je vais expliquer c'est quoi le One Big Beautiful Bill, parce que c'est au centre de toute la dispute Musk et Trump. Puis c'est ça qu'il y avait un élément sur les véhicules électriques ou non? Oui, okay. Exact. Et ça a été un gros point de discorde. Donc, le One Big Beautiful Bill, c'est un projet de loi qui est encore en discussion aux États-Unis en ce moment, qui cause beaucoup de controverses au moment où on se parle. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi, en fait. C'est pour ça que je vais prendre la peine de l'expliquer. Et quand je dis il y a beaucoup de gens, ça inclut aussi des représentants républicains. Parce que, par exemple, il y a Marjorie Taylor Greene qui a dû s'excuser parce qu'elle a voté pour le bill en avouant ne pas l'avoir lu. Puis, oups, ça s'avère que le bill présentait plein d'articles qui étaient nuisibles pour ses électeurs. D'ailleurs, je sais pas si tu connais un peu Marjorie Taylor Greene. Je vois très bien c'est la plus cray-cray des magas. Oui, c'est la madame des Lazars juifs. Exact. Sur Wikipédia, elle est décrite comme une politicienne d'extrême droite, une femme d'affaires et une théoricienne du complot. Et j'adore qu'ils ont mis ces rôles en ordre d'importance croissant. Politicienne en dernier et théoricienne du complot en premier. Donc, c'est ça. Le One Big Beautiful Bill, c'est un projet de loi budgétaire, toujours en cours d'adoption. D'une part, ça renouvelle plusieurs des coupes budgétaires que Trump avait fait en 2017, puis qui venaient à échéance cette année. Donc, ça avait été adopté à ce moment-là pour 8 ans. Et là, ça tombe à échéance, on est en 2025. Donc, ça renouvelle plusieurs des coupes qu'il avait fait. Donc, on maintient des coupes dans l'assurance médicale, dans les programmes d'aide alimentaire, ce qui s'appelle SNAP aux États-Unis. Et on ajoute des coupes dans le financement aux énergies renouvelables.
en plus de donner un autre 150 milliards additionnels en plus de ce qu'il y a déjà dans le budget à la défense. Il y a aussi des dépenses pour le contrôle des frontières qui sera augmenté de 70 milliards. Il espère avec ça créer la capacité pour les services frontaliers de déporter 1 million de personnes par année. Formidable. On coupe également le financement des chirurgies d'affirmation de genre et le financement des organismes qui font de l'aide à l'avortement. Le One Big Beautiful Bill permettrait aussi de suspendre les congés fiscaux à des organismes que le département du Trésor juge comme soutenant le terrorisme. Et on comprend très bien que c'est tous les organismes qui sont pro-Palestine qui vont écoper de ça. Oui, c'est super arbitraire, en fait. C'est complètement arbitraire. Selon le Congressional Budget Office, qui est une agence officielle du gouvernement américain dont le rôle est de donner des informations sur le budget, c'est un projet de loi qui ajouterait 2,6 trillions à la dette d'ici 2034. Oui, mais à ce point-là, c'est ça. Comme c'est ça. Avec ce que ça vient déjà de leur coûter plus cher, c'est comme ça change plus. Il s'en sac, c'est pas son argent. Mais pour les Américains, c'est une terrible nouvelle. Puis, en fait, c'est tellement grave que l'adoption, là, en ce moment, la Chambre des représentants l'a adopté. Excuse-moi, c'est un peu contradictoire parce que là, lui, il vendait comme un bill de coupure budgétaire, mais qui finalement coûte encore plus cher au gouvernement, encore une fois. Oui, parce qu'ils coupent leurs revenus en faisant des baisses d'impôts, en coupant plusieurs taxes aux entreprises et tout ça, et puis ils augmentent les dépenses en défense. En militaire, oui. Exact. Lui, il dit que ça va créer une situation économique exceptionnelle pour les États-Unis, et que les États-Unis vont tellement s'enrichir que finalement, ça va annuler tout déficit. On a entendu d'autres promesses. À voir. Oui, c'est ça. À voir. En fait, c'est tellement dramatique que l'adoption, c'est ça. Donc là, c'est la Chambre des représentants l'a adopté, mais pas encore le Sénat. Donc, il reste l'étape du Sénat. Mais l'adoption par la Chambre des représentants a poussé l'agence de crédit Moody's à réduire la cote de crédit des États-Unis, qui avait toujours été AAA. Et puis, la première fois de l'histoire, leur cote a baissé auprès d'une des agences de crédit. Ce qui est quand même dramatique pour le pays, parce que ça fait aussi que l'intérêt leur coûte plus cher. Ils sont excessivement endettés, les États-Unis. Donc, tu sais, une augmentation d'1%, de 2% de points d'intérêt. Gigantesque différence. Pour eux, c'est des milliards et des milliards chaque année. Ce qui a poussé d'ailleurs Marjorie Taylor Greene à s'excuser, c'est que le projet de loi inclut aussi un moratoire de 10 ans sur la régulation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que pendant 10 ans, le gouvernement ne peut pas faire de loi pour contrôler le domaine de l'intelligence artificielle. Peu importe ce qui s'y passe, c'est quand même un méchant gros gamble. Oui, on devine que les tech bros sont dans l'oreille de Trump. C'est un gros gamble. C'est complètement irresponsable aussi. Tu sais, je suis pas le plus dramatique sur les questions des AI, de genre l'AI va contrôler le monde et tuer les humains. Oui, mais juste, ça va tellement vite que t'engager à ce que tu prennes pas de mesures, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est quand même gros. C'est quand même absurde. C'est dangereux, je pense. Et puis, c'est ça, les constituants de Marjorie Taylor Greene étaient en colère parce qu'en ce moment, son État est en train de légiférer sur l'AI. Et cette loi-là ferait que, possiblement, ça invaliderait toutes les lois des États sur ce sujet-là parce que la loi fédérale les supplanterait. Et ça va aussi à l'encontre les États-Unis, souvent les États, surtout les États républicains, sont très défenseurs des droits étatiques par rapport au gouvernement fédéral, c'est-à-dire ça devrait être décidé au niveau de l'État et après le fédéral n'a pas à se mêler des décisions des États. Et là, c'est très, très centralisateur comme décision dans un domaine qui n'ont pas à centraliser, en fait. Et là, bon, je pourrais parler du One Big Bill longtemps, One Big Beautiful Bill, mais parce que c'est un projet de loi énorme, là, c'est des dizaines et des dizaines de pages. Mais entre autres, il y a aussi, ça augmenterait le plafond de la dette de 4 billions supplémentaires. Le plafond de la dette, c'est le montant maximal que le Trésor peut emprunter pour financer le budget. Et fun fact, le gouvernement américain n'a pas eu de budget non déficitaire depuis 2002. Donc, ça fait 23 ans que leur budget est déficitaire. En ce moment, le plafond est à 31,4 billions. Mais il a été suspendu l'an dernier de façon temporaire quand c'était Joe Biden le président, parce qu'en ce moment, leur dette est à 36,22 billions. Donc, ils ont dépassé le plafond qui est de 31,4. Puis billions francophones, donc des trilliards. Des trillions, okay. Exact, américains, en anglais. À titre de comparaison, parce que comme je te dis, c'est des chiffres tellement énormes, moi, je trouve ça difficile à m'imaginer. La dette du Canada est à peu près 950 milliards US, donc 0,95 trillions. Ouais. Et puis, la dette de la France est d'environ 3,6 billions américains. OK. Donc, les États-Unis, eux, sont rendus à 36.
Donc, le One Big Beautiful Bill, c'est un bill terrible, plein de vilains petits secrets, mais c'est aussi, je dirais, exactement ce qu'on s'attendait de la part de l'administration Trump. Et c'est quelque chose qui m'étonne un peu dans la dissension soudaine de la part de Musk. À quoi d'autre est-ce qu'il s'attendait? Est-ce qu'il pensait vraiment que Trump voulait couper les dépenses et réduire le déficit et tout ça? Je trouve que ça fait preuve d'une certaine naïveté quand même de la part de Musk. Parce que vous allez voir, son cheval de bataille, c'est vraiment que ça va augmenter le déficit et c'est ça qui le fâche. OK, puis ça serait pas une affaire de... Justement, lui, il s'attendait à ce qu'en étant proche de Trump, il n'y ait pas de coupure sur les investissements d'énergie renouvelable. Puis c'est ça qui le fâche, mais il veut pas l'avouer. Parce que lui, j'ai l'impression que ce qui le fâche, c'est qu'il y a plus d'avantage à acheter des voitures électriques, en fait. Donc ça va nuire à Tesla. Peut-être, mais comme tu vas voir dans leurs échanges, il s'en est beaucoup défendu et... loin de moi l'idée de défendre Elon Musk, mais il a quand même apporté des preuves que je dirais relativement convaincantes. Okay. Que c'est pas vraiment ça le centre de son argument. Après, je pense que libre à toi de juger de son honnêteté, de sa bonne foi, là. Mais tout ça va être adressé assez rapidement. Donc, c'est 4 jours plus tard, le 3 juin, que la marde a vraiment pogné. Elon Musk a tweeté à 1h31 p.m. le 3 juin. I'm sorry, but I can't stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know you did wrong. You know it. Donc, je vais faire une petite traduction libre, freestyle. Donc, je suis désolé, mais je peux plus tenir ma langue. Ce bill gigantesque, choquant, rempli de porc. Ça, on va y revenir. Là, c'est une drôle de formulation. On va en parler de la part du Congrès. Rempli de porc PORC. Oui, okay. Est une abomination dégoûtante. Honte à vous si vous avez voté pour ce projet de loi. Vous savez que vous avez pris la mauvaise décision. Vous le savez. Donc, oui, c'est ça. Il utilise beaucoup le terme rempli de porc, qui est comme une façon de dire pork filled, qui est comme une façon de dire, tu sais, qui est plein de gras, qui coûte trop cher, qui est rempli de dépenses superflues. C'est pas lean and mean, genre. Non, exact. Tu sais, c'est ce qu'il essaye de dire. Puis il a utilisé beaucoup de fois Parkfield comme expression dans ses tweets. Et les analystes pensent en fait qu'il utilise volontairement un vocabulaire coloré qui parle beaucoup à la base de Trump. Qu'avec tous ces tweets-là, en fait, il savait exactement à qui il s'adressait, que c'était les électeurs de Trump, républicains, MAGA. Puis que c'est le genre de vocabulaire et d'expression qui marque l'imaginaire, qui attire leur attention, que Trump utilise à outrance. C'est une expression ou c'est juste comme un agencement de mots que lui a choisi qui était imagé? C'est une bonne question. Moi, je l'avais jamais vu avant, en tout cas. On comprend ce que ça veut dire dans le contexte, mais en tout cas, c'est ça. C'est des images fortes qui parlent à sa base, qui ne seraient pas intéressées si ça parlait juste de règles budgétaires, un peu austères sinon. Voilà. Donc, 1h31 p.m., il fait ce tweet-là. Dans la nuit du 3 au 4 juin, à 2h07 du matin, Musk tweet il en remet en disant que le bill annulait tous les gains qu'il avait fait avec Doge et des gains qu'il avait fait à grands coûts personnels et à grand risque pour sa vie. Ça, c'est une autre affaire dont il faut parler. Sa vie? Ouais. Il l'a pas formulé comme ça, mais c'est une autre affaire dont il faut parler. Il dit à grand coût et à grand risque personnel. Mais Musk... oui, évidemment, il était déjà critiqué avant les élections, mais depuis, il est devenu une figure vraiment impopulaire dans l'imaginaire public aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Auprès des républicains, sa cote de popularité se porte bien. Là. Il est 3e en termes de popularité derrière Trump et Vance. Et même après la démission le 28 mai, ça s'est maintenu. Il n'y a pas encore eu de coup de sonde depuis la chicane entre Trump et Musk, en tout cas aucun que j'ai trouvé. On va voir, ça va avoir une influence sur sa popularité, mais il est très populaire auprès des électeurs de Trump. Par contre, si on sort de cette bulle-là, il est extrêmement impopulaire. Chez les démocrates, il est à seulement 15% de popularité. Et chez les indépendants, c'est un peu plus fort, mais pas beaucoup, à 34%. Donc, la majorité des Américains en ce moment le détestent. Oui, puis je pense que c'était beaucoup plus gros que ce à quoi ils s'attendaient. Puis je pense qu'il y a vraiment un ego fragile, puis je pense que honnêtement, ça il faisait de la peine. Je pense que oui. Je pense que oui, ça lui fait de la peine, mais je pense aussi qu'il a vraiment peur pour sa vie, qu'il a peur d'être assassiné. Il l'a mentionné dans ses textos à Ashley Sinclair, dont on avait parlé là, dans la saison 1, qui était comme « Je peux pas venir visiter le bébé, il y a tout le temps des gens qui veulent me tirer, c'est dangereux. » Voilà. Puis il est passé au podcast de... C'est une excuse de oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont parano, là, je peux pas venir visiter le bébé parce qu'il y a du monde qui veut me gonner. Mais dans son cas, c'est probablement vrai. C'est potentiellement pas faux. Puis il est passé au podcast de Joe Rogan en février dernier, puis il a mentionné encore plusieurs fois que beaucoup de gens veulent l'assassiner, qu'il reçoit des menaces de mort, qu'il lit sur Reddit des descriptions de gens qui veulent le tuer de façon assez graphique et détaillée. Donc, il y a...
potentiellement très peur pour sa vie en ce moment. Donc, il a l'impression qu'il a pris un grand risque pour sa sécurité personnelle, au-delà des coûts financiers que ça a eu pour lui. Et qu'en annulant tous ces gains-là, en fait, Trump le trahit. Ça, c'est une grosse partie de l'équation. Et d'ailleurs aussi, je veux survenir, une autre petite parenthèse, c'est notre affaire préférée ici à Manger les riches. Au podcast de Joe Rogan, il a aussi dit qu'il fallait combattre la menace civilisationnelle suicidaire de l'empathie. Il a dit, l'empathie, c'est important, là, oui, il faut s'occuper des autres, mais il faut pas avoir d'empathie au détriment de notre civilisation. Et venant du gars qui a déjà dit à sa blonde que lui, il avait pas d'empathie parce que son intelligence lui permettait de comprendre les humains sans s'enfarger dans maudite empathie, c'est pas des conseils que j'écouterais trop attentivement. Donc oui, il a peur de se faire tuer, c'est une vraie peur qu'anime Elon Musk, puis c'est aussi alimenté par l'affaire Luigi Mangiani là, à la fin de l'année où un PDG s'est fait assassiner dans la rue. Tu penses-tu que c'était vrai toutes les spéculations comme quoi il se promenait tout le temps avec son enfant justement pour l'utiliser comme bouclier humain? Oui. OK, parfait. Je voulais juste ton opinion personnelle là-dessus. Oui, je pense que oui. Du moins, je pense pas qu'il... Peut-être, là. Je sais pas si son plan, c'est vraiment si quelqu'un veut me tirer, il va se faire tirer avant moi, là. Je pense pas que ça va jusque-là. Non, je pense que la stratégie, c'est plus personne va oser tirer parce que j'ai mon bébé dans les bras. Oui, puis je veux rappeler à tout le monde que je suis pas juste un méchant PDG, je suis aussi un père de famille. Oui. Je suis une personne. Cool story. Donc, c'est ça. En début d'après-midi, le 4 juin, Trump a finalement eu sa première réponse. Ce qui m'étonne, venant de la part de Trump, que ça a été si long avant qu'il se mette à répondre à des attaques frontales. Je pense que jusqu'à un certain point, ça démontre que Trump craint un peu l'effet que Musk peut avoir. C'est-à-dire, il sait que Musk... Qu'il prenait le temps de penser à sa réponse. Oui, exactement, parce que Musk peut être dangereux. Il y a beaucoup d'infos, clairement, critiques sur l'administration Trump. Et c'est aussi que Musk est populaire auprès de sa base et qu'il peut diviser sa base. Donc, je pense qu'il prenait le temps. Il espérait un peu que ça passe tout seul, puis il prenait le temps de peser ses mots. J'ai l'impression, ou en tout cas son entourage espérait que ça passe. Donc, ça m'a étonné que ça soit si long. Mais Trump a repartagé un tweet de Musk qui datait du 28 mai où il annonçait son départ du gouvernement et où il remerciait le président. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'il n'a pas mis de commentaire. Il a vraiment juste repartagé ce tweet-là, une capture d'écran du tweet. Je ne sais pas si c'était pour rappeler qu'il n'était plus associé à Musk ou pour lui rappeler que, voilà juste quelques jours, il y avait des bons mots pour lui. C'est un peu mystérieux comme move pour Trump, qui est d'habitude c'est pas dur de déchiffrer ce qu'il pense. Mais... Puis le tweet finissait aussi par Musk qui disait que la mission de Doge allait juste devenir plus importante parce qu'elle allait devenir une façon de faire pour le gouvernement à l'avenir. Donc peut-être que c'est là-dessus qu'il voulait mettre l'accent. Je le sais pas. Qui peut comprendre ce qui se passe dans sa tête? Bon, OK. Dans le fond, pas mal de monde peuvent comprendre ce qui se passe dans sa tête. C'est pas vraiment un homme mystérieux. Mais j'avoue que ce tweet-là, je le comprends plus ou moins. Donc, ça reste comme ça. Jeudi, le 5 juin, là, c'est la grande journée où Musk vire coucou avec son sel. Et s'il y avait encore une possibilité de réconciliation entre les deux parties... C'est pas mal là que ça meurt. C'est là que ça meurt. Donc, Musk a tweeté 3 fois avant midi. La première fois, il a retweeté un message d'un utilisateur qui disait que la majorité des républicains appuient Elon Musk et que le gouvernement devrait l'écouter. Le deuxième tweet, il a retweeté un vieux tweet de Trump de 2013 qui disait, Trump à ce moment-là disait de ne pas revenir que les républicains haussent le plafond de la dette. Et après ça, il a retweeté un autre tweet de Trump qui date de 2012 où il disait « Aucun membre du Congrès ne devrait être éligible à une réélection si le budget de notre pays n'est pas équilibré. Déficit interdit. » En ajoutant, puis le Musk a ajouté, en fait, « Je pourrais pas être plus d'accord. » Tu sais, quand t'es tellement en crise après ton ex que t'as ressort ces vieux posts qui datent de 15 ans. Voilà. Donc, Trump, en ce moment-là, il est en rencontre là, avec le chancelier allemand, si je ne me trompe pas. Puis, en conférence de presse, les journalistes, évidemment, ils ont demandé de réagir à ces tweets-là. Donc, Trump a dit qu'il était déçu de Musk, qu'il avait eu une belle relation, mais qu'il n'était pas sûr que ça allait continuer. Que Musk avait dit plein de choses gentilles sur lui dans le passé et qu'il avait même porté une casquette qui disait « Trump avait raison sur toute la ligne ». Et je sais pas pour qui cette affirmation-là est la plus gênante. Trump qui se fait dire non, il a porté ma casquette, ou Musk qui a porté la casquette, parce qu'en effet, il y a une photo. Trump was right about everything. So, allez voir ça sur Internet. Je ne sais pas ce qui est le plus lettre en dessous du chapeau en fromage, mais. Puis juste de dire oui, mais il y a déjà eu des bons mots pour moi. Oui, c'est embarrassant pour tout le monde. Ça m'a donné des frissons dans le dos. Donc, ça a été sa réponse en conférence de presse.
moins de 10 minutes plus tard, Musk tweet « Slim beautiful bill for the win ». Puis ce qui me gosse là-dedans, c'est que je suis sûr que les deux se trouvaient super clever dans leurs échanges et personne ne l'est. Un autre 10 minutes et Musk en rajoute. Il dit « J'appuierais le bill même s'il continue à couper les subventions aux véhicules électriques. C'est quand même injuste qu'il coupe ces subventions-là, mais pas celles pour le gaz et le pétrole. Mais il faut absolument que le One Big Beautiful Bill se débarrasse de la montagne de porc dégoûtant. La Mountain of Disgusting Pork contenue dans le bill. Et voilà, donc ça, c'est ce que je disais, la formulation un peu étrange où il essayait d'un peu de créer un buzzword. Donc, c'est la première fois qu'il mentionne, oui, il y a des coupes aux véhicules électriques, mais c'est pas ça qui me dérange vraiment dans le bill. Je trouve pas que c'est une bonne idée, mais c'est pas ça qui me dérange dans le bill, c'est que je trouve qu'il y a trop de dépenses et que ça va augmenter le déficit. Puis, Musk, 5 minutes plus tard, tweet de nouveau et il répond à un extrait de la conférence de presse dont je viens de parler. Trump, dans cette conférence de presse-là, avait aussi dit, je sais pas pourquoi, soudainement, il est choqué par le One Big Beautiful Bill. Il était là quand je l'ai conçu, il l'a vu. Musk répond, c'est pas vrai, j'ai pas vu le OBBB avant mon départ, comme le prétend Trump. Et puis Trump dit non, j'y avais montré. Et puis, il s'est mis à s'opposer quand il a vu que les subventions pour les véhicules électriques allaient être abolies. Donc là, Musk, il est super patient, il attend 20 minutes avant de retweeter. Puis il tweet que Trump aurait perdu l'élection sans moi. Et il dit ça a été 51-49 pour les démocrates. Et c'est une formulation super bizarre parce que la façon qu'il formule, on dirait que ça, c'est peut-être moi qui extrapole, qui est conspire, là. Mais on dirait qu'il ramène un peu la théorie selon laquelle il a joué avec les systèmes informatiques de vote, de la façon qu'il formule. Puis Trump a déjà laissé planer ça. Le fait qu'il sache spécifiquement, ça serait quoi? Ça a été quoi? Je sais pas, c'est ça que j'ai fait. Puis Trump a déjà dit, il connaît les ordis, ça nous a aidé à gagner, puis tout ça. Puis t'es comme... Peut-être que c'est pas ça, peut-être que... Mais je sais pas s'il y a une fraude électorale, là. Puis, mais de toute façon, je pense... Puis ultimement, je pense que le point... le truc qu'il faut se rappeler sur Musk, c'est que c'est pas un programmeur, c'est pas un ingénieur. Il aurait pas... Je pense pas qu'il aurait été en mesure de le faire lui-même. Non, je pense qu'il y a accès à du personnel qui aurait pu le faire. Peut-être. Est-ce que tout ce personnel-là aurait fait ça et se serait tu sais, c'est là où je débarque un peu dans la théorie du complot. Comme plus t'impliques de gens, moins il y a de chances que... Ils peuvent pas garder le secret. Il peut pas avoir 200 personnes qui gardent le secret. C'est théorie du complot. Je vais faire une petite parenthèse par rapport, mais une anecdote personnelle. Quand j'étais au cégep, là, on était dans une grosse théorie du complot. Là, dans le temps, c'était genre la H1N1. Puis, c'est ça, H1N1, oui, c'était ça. Puis là, genre, c'est le gouvernement américain qui a créé ça pour vendre des... on était des cégepiens, finalement. Puis là, on comptait ça à notre prof d'histoire. Puis là, il nous écoute avec le petit sourire en coin. Puis il dit, moi, je suis impliqué dans le syndicat. Puis il dit, avec le syndicat, on parlait de on définissait nos demandes syndicales, puis tout ça. Puis on fait ça et 2 jours plus tard, on a une rencontre avec le patronat. On arrive là, puis le patronat avait déjà toutes nos demandes. Il savait déjà toutes. Ils ont à peu près 5 en réunion. Puis les 5 n'ont pas été capables de fermer le gueule. Fait qu'il dit, moi, des complots qui comprennent des milliers de personnes, puis que personne parle, là. Mais c'est souvent ça. Nous, on en parlait souvent dans Faisez vos recherches, un autre podcast que j'ai déjà fait sur... Ben, c'est ça. C'est l'élément qui détruit le plus souvent les théories du complot. Pense au nombre de personnes qui seraient impliquées puis qui répondent. Oui, c'est ça. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment eu un complot pour jouer avec les machines de vote? Je le sais pas. Puis ultimement, je pense que c'est pas si important parce que c'est vrai qu'il y a des centaines de millions de personnes qui appuient Trump en ce moment. Au moins une centaine de millions de personnes qui appuient Trump. Fait que, tu sais, le problème est réel pareil. Puis même si on volait l'élection, il y a un vrai problème en ce moment, tu sais, de toute façon. Mais je trouvais ça bizarre, la formulation. J'ai l'impression que ça laissait planer ce doute-là, que ça ramenait ce sujet-là. Peut-être c'est moi qui ai lu trop loin. Non, mais ça se pourrait que lui, il fasse un peu un baveux ou qu'il fasse comme du dog whistling pour certaines personnes. Délégitimiser l'élection de Trump, peut-être. En tout cas. Voilà, fin de la parenthèse conspi. Et puis... Ceci dit, ça serait... si quelqu'un creusait, ça pourrait être un témoignage d'un crime fédéral incroyable aussi. Oui, si avoue qu'il a été impliqué dans les fraudes électorales. Les chances qu'il y ait un vrai procès pour ça. Et puis, dans la même minute, il retweet « Such ingratitude ». Quel ingrat. Donc, voilà. Il attend presque 1 heure et il recommence à tweeter. C'est le fun parce qu'on peut voir les K-holes dans la timeline. On peut voir les bouts, il était juste trop drogué pour retweeter. Puis il y a les K-holes, pour ceux qui sont pas des consommateurs de drogue, c'est quand t'es dans un gros boss de kétamine et on soupçonne que Musk soit sur la kétamine. Donc, ouais. Aussi, moi, j'ai l'impression rendu là qu'il est surtout fâché que Trump y réponde pas.
Oui, ça se peut. Qui est comme je le tweet constamment puis il me répond pas. Il n'y a rien de pire d'être dans une chicane tout seul. Là. Donc, il attend 1 heure, il partage une vidéo de Trump quand ils ont fait leur fameux coup de pub Tesla devant la Maison-Blanche où Trump disait que Musk s'était jamais plaint qu'il coupe les subventions aux autos électriques et que Musk, il m'a jamais demandé d'augmenter les subventions aux véhicules électriques. Ça le dérange même pas que j'y coupe. Et sa compagnie est super, il a pas besoin de ça. Donc, Trump, de son propre aveu, là, à peine un mois ou deux, il disait que non, c'est pas vrai que Musk a demandé, il est fâché par les coupes aux subventions électriques. Les deux s'obstinent sur oui, mais il a déjà dit ça sur moi. Exact. En même temps, c'est sûr que c'est dur de se plaindre que le gouvernement t'a pu passer quand le président est littéralement en train de faire une campagne de pub pour toi dans la Maison-Blanche. Le contexte avait changé. 4 minutes plus tard, Musk revient. Il dit c'est correct de couper les subventions aux véhicules électriques, mais il faut aussi couper les augmentations de dépenses dans le bill. 2 minutes plus tard, il revient. Le bill va augmenter le déficit d'un autre 2,5 billions. 5 minutes plus tard, il tweet Kill Bill. Ça, c'est son meilleur tweet de la semaine, je vais lui donner. Il se trouvait tellement brillant, c'est sûr. Attends, non, c'est sûr que tu peux pas dire que ça, c'est le meilleur tweet de la semaine quand dans quelques heures, il y a l'affaire de Epstein. Genre. Ouais, son meilleur jusque-là, OK. C'est pas si clever, mais c'est moins pire que toutes ces affaires de porc jusque-là. Ouais. Bon. Visiblement, là, rendu là, il s'en vient vraiment gosser de chicaner de seul parce que 10 minutes plus tard, il demande à ses abonnés, il fait un sondage, est-ce qu'il serait temps de créer un parti de centre? Et 80% des répondants, soit à peu près 4 millions de personnes, répondent oui. Un parti de centre lancé par le gars qui a commencé l'année en ramenant les saluts nazis à la mode, c'est quand même le con. Ça, puis qui est le pire libertarien, je comprends pas. Je pense pas qu'il se définisse de centre du tout, de toute façon. Là, mais... Non, je pense que le centre pour lui, c'est je vais être à droite, mais je serai pas de Trump. Puis bon, whatever. Bon, là, je saute une couple de tweets là, parce que moi-même, je m'en viens essoufflé de juste aligner des tweets de Musk. Mais dans la même heure, il a mis en garde les républicains en disant il reste 3 ans et demi à Trump comme président. Moi, je suis encore ici pour 40 ans. Je comprends pas 100% cette menace-là non plus. C'est pas comme s'il pouvait devenir président parce qu'il faut être né aux États-Unis, mais en tout cas, on dirait que les règles s'appliquent plus de toute façon. À 2h20, Ashley Sinclair, la mère de son enfant et son ex-amante, tweet Trump en lui disant fais-moi signe si tu as besoin de conseils de break-up. Et enfin, quelqu'un. Ça, je savais pas, c'est hilarant. Enfin, ça, c'est le meilleur tweet de la semaine. Oui, enfin, quelqu'un d'un peu drôle dans cette histoire. Moi, c'est si tu veux savoir comment gérer avec ce bébé-là quand il s'est fait laisser. Oui, c'est très bon, ça. Puis là, enfin, en tout cas, j'imagine pour Musk, Trump décide finalement de tweeter. Bon, je dis tweeter, mais il était sur Truth, là, Social, son réseau social, d'extrême droite. Ce qui est même le comble aussi quand tu trouves que X n'est pas assez d'extrême droite. C'est comme aller dans un tournoi de Magic et être comme ça manque de puceaux ici. On peut faire mieux. Mais bon. Donc, Trump se remet à y répondre à 2h37. À mon compte, à ce moment-là, Musk avait tweeté 21 fois depuis le début de la journée. Quand tu fais passer Trump pour une personne calme dans une chicane, tu sais. Donc, Trump tweet c'est moi qui ai demandé à Musk de partir parce que viré fou après que j'y ai dit que j'allais enlever le mandat de véhicules électriques qui allait obliger tout le monde à acheter des véhicules électriques. Bon, c'est pas exactement ça que le mandat de véhicules électriques disait. Le mandat de Biden, c'était qu'il faut encourager la vente de véhicules électriques et donner... qu'il y avait des subventions. Là. Et donner des... Oui, exact. Puis donner des incitatifs aux fabricants de proposer plus de véhicules électriques. Jamais ça a été, il faut obliger tout le monde à acheter au moins une voiture électrique, mais en tout cas, sure. Et dans la même minute, Trump retweet, ou en tout cas retruth qu'on appelle, il écrit « La meilleure façon de sauver des milliards, c'est de couper tous les contrats et subventions d'Elon. Toujours été surpris que Biden ne l'ait pas fait. » Là, je veux juste récapituler quand même. Si on suit la logique de Trump, il était surpris que Biden coupe pas les contrats aux entreprises d'Elon Musk. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait campagne avec Elon Musk. Il en a fait son plus important conseiller. Il lui a donné les rênes du gouvernement. Il a fait de la promo pour Tesla. C'est de la long game en tabarnak. Il a fait de la promo pour Tesla de faire la Maison-Blanche. Il a octroyé des tonnes de contrats à Tesla, à SpaceX, à toutes les entreprises de Musk pour finalement couper ses contrats. Oui. C'est ça. Moi, je joue aux échecs en 3D, là, en 4D. Exact. Fait que c'est ça. Peut-être que finalement, c'est un homme complexe ou un menteur, un des deux, dur à dire. Les tweets suivants de Musk ont été supprimés, mais tu sais, évidemment, les tweets suivants de Musk ont été supprimés, mais évidemment, tout le monde a fait des captures. 10 minutes après ce tweet-là de Trump, Musk commence en partageant le premier tweet qu'il avait fait et en disant qu'il s'agit d'un mensonge évident, so sad. Donc, il dit, c'est pas vrai que c'est lui qui m'a renvoyé, c'est pas vrai que j'ai perdu les pédales en cause des subventions, de la coupe du mandat des véhicules électriques, so sad. C'est pas vrai que je suis rendu fou. Regardez mes 21 tweets dans les 4 dernières heures pour le prouver. J'ai l'air super équilibré.
20 minutes plus tard, à 3h10, là, c'est le clou du spectacle. Le tweet, le en lettres majuscules. Si c'était un film, ça serait le titre. Musk écrit « Time to drop the really big bomb. Donald Trump is in the Epstein files. This is the real reason they have not been made public. Have a nice day. Donald Trump. » DJT, en fait. C'est le Have a nice day le plus sassy de l'histoire. Donc, je traduis, là, si jamais vous ne parlez pas anglais. C'est le temps de lâcher la grosse bombe. Trump était dans les Epstein Files. C'est la vraie raison pourquoi ils n'ont pas été rendus publics. Passe une belle journée, DJT. Les Epstein Files, si vous ne savez pas exactement c'est quoi, je sais que Colin, t'es quand même familier avec ça, mais je vais quand même l'expliquer. C'est les documents qui ont été rassemblés par les autorités fédérales au sujet du milliardaire Jeffrey Epstein, qui était accusé de crimes sexuels, puis qui aurait accueilli notamment des célébrités, puis des personnages puissants comme des politiciens et des gens d'affaires sur son île privée. Et cet île privée-là, entre autres, il aurait proposé des prostituées mineures à ses invités. Donc, ça aurait été une île pour aller commettre des crimes sexuels avec des mineurs, entre autres choses. Et jouer au tennis aussi, je pense, là, mais un semble plus important que l'autre. Donc, Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison. Bon, on dit suicide entre guillemets. On soupçonne qu'il a été assassiné pour le faire taire. Et d'ailleurs, il y avait une autopsie qui avait aussi déterminé que sa mort ressemblait plutôt à un homicide qu'à un suicide. Bon, je rentrerai pas dans les théories du complot. Dans tous les cas, c'est sûr que Jeffrey Epstein avait beaucoup de documents compromettants sur beaucoup de gens qui voulaient pas. Il y a beaucoup de monde qui avait peur de lui. Ouais. Ça, c'est sûr. Que ce soit un meurtre ou un suicide, ça change pas cette réalité-là. Donc, évidemment, ça a captivé aussi l'attention des Américains. Donc, pendant les élections, Trump a promis de rendre ces documents-là publics s'il était élu. Et non seulement ça a captivé l'attention des Américains, mais aussi de sa base électorale qui est friande de théories du complot et encore plus de théories... friande de chasse aux pédophiles, oui. De chasse aux pédophiles. Si tu lui donnes une théorie du complot qui parle d'élites puissantes qui seraient des pédophiles, et évidemment, pour eux, c'est du miel pour des mouches, là. Donc, il avait promis de rendre ça public, mais ça a été plus ou moins le cas. Il y a bel et bien des documents qui ont été rendus publics au début de l'année, mais c'était soit des infos qui étaient déjà connues ou des infos qui n'étaient pas particulièrement utiles. Genre, ils ont rendu public la liste de contacts, je pense, du téléphone de Jeffrey Epstein, mais tu sais, le fait qu'il y avait le numéro de Bill Gates dans son cell, ça veut pas nécessairement dire que Bill Gates a fait des choses illégales. Ça se peut juste qu'il y avait son numéro, t'sais. Puis les trucs de liste d'avions, ça, c'est des trucs qui avaient déjà été disponibles avant. C'est pas un oui, truc c'est ça, des affaires qu'on savait déjà, et ce qu'on a rendu public était plus ou moins la même liste avec beaucoup de noms caviardés encore. Ouais, fait que, ça a été plus ou moins tenu comme promesse. On sait, est-ce que c'est vrai que Trump était dans les Epstein Files, qui était sur son île privée? Moi, j'en reviens pas. Ça a circulé beaucoup parce que c'est comme une grosse nouvelle, puis c'est gros qu'ils disent ça, mais je pense que personne n'était surpris. Là. Il y avait déjà plein de vidéos de Trump avec Epstein. J'avais l'impression que dans les listes d'avions, le nom de Trump avait déjà été là de toute façon. Il n'y a pas de preuve officielle. On sait qu'ils ont été amis. Il y a beaucoup de vidéos, de photos d'eux ensemble. Par contre, est-ce qu'on sait qu'il a été sur l'île privée? Est-ce qu'on sait qu'il s'est servi des services de Jeffrey Epstein pour commettre des crimes sexuels? Ça, il n'y a pas de preuve encore formelle. Après ça, tout le monde a un fort doute que ça pourrait être le cas, mais il n'y a pas de preuve officielle. Puis oui, en effet, non seulement on sait qu'il était ami avec Epstein, mais oublions Epstein une seconde. On a des extraits audio de Trump en entrevue à la radio qui dit qu'il se servait de son rôle de propriétaire du concours de Miss America pour aller espionner les candidates de Miss Teen America qui ont entre 13 et 18 ans dans les loges pendant qu'ils se changeaient, tu sais. Comme il l'a dit, pas de ça, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'autres affaires. Il a dit de son propre gré en entrevue à la radio qu'elle allait espionner des mineurs qui se changeaient dans les loges, tu sais. C'est quand même fucked up, ça. L'entrevue est en quelle année, tu sais-tu? Je sais pas exactement l'année. J'ai pas l'extrait, mais cet extrait-là se trouve, là. C'est pas un truc weirdo qu'on se pique, comme c'est largement public. Non, mais je te crois, c'est juste fucked up, ces affaires-là il y a une je fais une grosse parenthèse, mais il y a une autobiographie de Marilyn Manson où il parle de crimes sexuels qu'il a fait, puis qui est sorti genre en 2005. En plus, c'est même pas vieux, là, mais ouais. En tout cas. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin d'autres preuves que Trump. Ben, après ça, que ça soit prouvé si c'est le cas, là. Évidemment, je sais pas comment on s'en fout, arrêtez-le pas. Évidemment que ça soit prouvé s'il y a des preuves et tout ça et qu'il fasse face à la justice. Mais je veux dire, je comprends pas comment que ça surprend sa base ou même le public en général que Trump ait possiblement commis des crimes sexuels avec des mineurs quand il se vante déjà de certains crimes sexuels avec des mineurs pour lesquels il n'y a pas eu d'accusation, mais quand même.
Donc, c'est intéressant pour ça, mais c'est aussi intéressant parce qu'on voit que Musk est vite revenu à son loisir préféré, c'est-à-dire traiter les gens de pédophiles sur Twitter. Il y a vraiment rien qu'il a de plus. Moi, j'ai été agréablement surpris de sa retenue dans le sens où il a fait 21 tweets en je sais pas trop combien d'heures, mais... il a attendu avant de parler. Il a attendu beaucoup avant le tweet d'Epstein. Moi, je pensais qu'il était arrivé beaucoup plus tôt. Mais je trouve ça a dû vraiment y prendre tout son petit change. Ce tweet-là était rédigé depuis longtemps puis il était en draft, mais il n'osait pas le faire à chaque fois. Ouais. Très probable. Ça montre aussi, par exemple, que Musk comprend l'électorat, je pense, de Trump, comme on le disait, les théories du complot, surtout pédophiles avec des hommes puissants, il en raffole. Et je pense que c'est peut-être un des seuls angles d'attaque qui peut un peu marcher avec eux, malgré que ça marche pas tant que ça, parce qu'on a des preuves et ça fait pas grand-chose. Anyway, donc, à 3h33, après l'énorme tweet Jeffrey Epstein, Kanye West est venu voler à Ashley Sinclair le titre du tweet le plus drôle de la journée. Il a tweeté « Bro, please no! » C'est emoji de bonhomme qui se font un câlin. « We love you both so much. » Je sais pas. Tu penses-tu qu'il le faisait en blague? Non, absolument pas. Je pense que c'était 100% mais ça serait sincère. hilarant s'il l'avait fait en blague. Mais bros, please no! C'est mon tweet préféré. Dans une preuve de contrôle que je ne soupçonnais pas à Trump, il n'a pas mordu à l'hameçon. Je ne sais pas s'il y a des employés qui ont dû lutter physiquement avec lui pour y enlever son téléphone. Mais il n'a pas répondu à ça directement. Il a attendu 4h06 pour répondre, presque une heure plus tard, en déplorant que Musk choisisse de s'en prendre à lui maintenant, alors qu'il présente un des projets de loi les plus importants pour l'avenir financier du pays. Un tweet de politicien vraiment plate et pas crunchy pantoute. Visiblement, c'est pas le genre de réponse qu'espérait Musk, parce que 3 minutes plus tard, il est revenu puis il a tweeté « Si le gouvernement veut couper mes contrats, je vais décommissionner la navette Dragon. » C'est la navette qui est utilisée par la NASA pour transporter du personnel, et il y a une autre navette Dragon qui amène du cargo à la Station spatiale internationale. Et puis, 2 minutes plus tard, Musk appuie un tweet qui demande l'impeachment du président, donc qui souhaite la destitution du président Trump. Je veux juste revenir, le truc de Dragon, là, c'était quand même une grosse... Puis ça, il s'est rétracté vraiment vite, me semble, mais ça, c'est quand même un gros statement, là, parce qu'il n'y a pas justement des astronautes en ce moment dans la station spatiale. Parce que c'est comme dire, on va les laisser là, je m'en fous, on va les laisser mourir parce qu'on vous aidera. Vous trouverez quelqu'un d'autre pour aller chercher. Mais je sais qu'il n'y a pas d'autre entreprise qui est capable de le faire. Ça. Il a fallu qu'il demande à un autre pays, probablement, qui demande genre à la Chine d'aller les chercher, ce qui est un peu embarrassant. C'est tellement la meilleure affaire, en fait. Ensuite, il tweet que les tarifs de Trump vont plonger les États-Unis dans une récession d'ici la fin de l'année. Puis ça, il faut que j'avoue, ça me fâche beaucoup parmi tous les tweets, parce que t'étais où toute la première moitié de l'année? C'est pas nouveau, là. On sait que les tarifs causent des dommages énormes pour les gens ailleurs dans le monde. C'est le Canada, on en souffre en ce moment, mais aussi aux États-Unis, les gens en souffrent. C'est un tweet, c'est un des tweets les plus banaux qu'il a fait, mais c'est un de ceux qui me fâche le plus. Je trouve que ça montre encore une fois qu'il n'y a pas d'empathie pour les gens qui souffrent des décisions économiques de Trump. Ce qui l'anime, en fait, c'est vraiment juste que son ego a été blessé. C'est la seule vraie affaire qui l'intéresse. Que les gens se trouvent dans la misère, que le pays tombe en crise économique. S'en fout. Ouais. C'est pas vraiment son problème. Après, il a tweeté une vidéo de Trump avec Epstein, puis en début de soirée, il a répondu à un tweet d'un milliardaire qui encourage Trump et Musk à se réconcilier. Ils disent vous êtes plus forts ensemble, blablabla. Puis Musk a répondu à ce tweet-là en disant je suis d'accord. Là, je veux pas alimenter la rumeur que t'as mentionné tantôt, selon laquelle Musk a des problèmes de drogue. C'est sûrement complètement normal d'avoir les yeux vitreux puis d'avoir la tête qui pendouille pendant une conférence de presse au bureau ovale. Et de dire en entrevue que tu consommes de la drogue de toute façon. Puis alors la bouche qui part dans tous les sens. C'est vraiment pas le comportement d'une personne qui est gelée jusque dans la stratosphère. Mais si j'étais le genre de personne à alimenter ces rumeurs, je dirais que c'est peut-être là que la drogue a arrêté de faire effet puis que c'est calmé. Mais heureusement, je suis pas ce genre de personne-là. Donc, c'est ça. Après ça, ses tweets sont vraiment moins croustillants. À 9h20, il a répondu à une personne qui demandait, un utilisateur random qui demandait de se calmer, de prendre le temps de réfléchir, puis il a répondu « Good advice. OK, we won't decommission Dragon. » Comme si c'était ce tweet random-là. C'est très drôle, ça. Qui l'avait fait réfléchir. Ah, c'est correct d'abord, ouais. Puis pas le fait qu'il venait de se couper de son plus gros client puis de perdre probablement des milliards de dollars. Non, c'est vraiment cet inconnu sur Twitter qui a dit Cantona qui a fait « Ah oui, il a raison. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il aime ça entretenir cette relation parasociale-là aussi avec ses vous avez un impact sur moi. Vous avez un impact sur moi, mais tu sais, comme évidemment, c'est les milliards de dollars puis la PDG de SpaceX qui l'appelait en panique. Là. Ça, ou c'est un homme qui est tellement seul puis entouré de yes men que ça a vraiment un impact quand un inconnu le confronte, parce que c'est la seule personne qui va le confronter dans toute sa vie. Là. Peut-être, mais je trouve que t'es d'une bonne foi
qui n'est pas justifié. D'ailleurs, dans cette folle journée de tweets, l'action de Tesla a perdu 14%, ce qui a fait perdre 150 milliards en valeur à la compagnie. Et répétez avec moi, la valeur de l'action de Tesla dépend plus du culte de la personnalité de Musk que de quelques chiffres liés à la réalité. Je pense que c'est la 4e fois que je le dis dans ce podcast-là, mais je pensais à retenir. D'ailleurs, avec tous ces tweets-là, Musk, en une journée, a perdu 34 milliards en valeur personnelle. En fait, il n'y a même pas besoin de faire les sondages de taux de popularité dont tu parlais tantôt, parce que oui, c'est ça. Les valeurs des actions de Tesla le disent. Ouais. Ben, les fans de Musk, les Muskrats qu'on appelle, là, ils restent là tout le temps. Oui, c'est ça. Puis ça dépend tellement plus de lui que des chars. Si je me trompe pas, j'ai lu, je sais pas si c'est encore vrai, mais récemment que Tesla avait un market cap plus élevé que genre toutes les grosses compagnies auto rassemblées ensemble. Puis t'es comme, il n'y a rien qui justifie ça, là. Ouais. Honda puis Toyota vendent bien plus d'autos que Tesla en vend. T'sais. C'est complètement déconnecté de la réalité. C'est basé sur pas grand-chose. Mais en tout cas, depuis cette journée-là, il s'est étonnamment pas passé grand-chose. Le lendemain, Trump a dit qu'il pensait même pas à Musk, en disant, ce gars-là a un problème, j'y pense jamais. Ce qui sonne exactement comme un gars qui essaie de faire croire qu'il pense plus à son ex. Oui. Mais là, ça, il a dit ça en entrevue. Il a pas juste tweeté, hey, by the way, je pense pas à Musk du tout. Non, il a reposé des questions sur Musk, puis il a dit, je pense jamais à Musk. Bon, okay, parfait, cool. Qui ça? Trump. Non. Oui. Qui je ça? sais pas de qui tu parles. Excuse. Moi, au final, mon analyse de tout ça, je pense que Musk a perdu cette bataille-là. Trump a paru vraiment plus en contrôle. Autant que Trump peut avoir l'air en contrôle. Musk a perdu, je pense, la guerre de l'image. Il a eu l'air de celui qui paniquait et il a aussi perdu beaucoup d'argent cette journée-là. Je pense qu'il a aussi découvert que son influence politique avait des limites, que Trump était peut-être un adversaire trop coriace, même pour lui. Après ça, je sais pas à quoi il s'attendait parce qu'il a aussi perdu une campagne électorale pour un juge au Wisconsin. Fait que je sais pas pourquoi il pensait qu'il détrônerait le président, mais je pense qu'il a perdu cette bataille-là. D'ailleurs, Musk a partagé dimanche dernier sur Twitter une capture d'écran d'un post que Trump avait fait sur Truth Social, où il rebaptisait le gouverneur californien Gavin Newsom de Gavin Newscom. C'est comme SCUM, là, genre de la racaille. Bon, OK. Puis il a juste partagé sans commentaire, rien, un peu pour faire comme s'il l'endossait ou qu'il le trouvait drôle. Ce qui ressemble pour moi un peu aussi à comme une tentative de réconciliation puis de soumission, de genre, OK, c'est bon, je vais prendre ton bord, puis tout ça. Je pense aussi qu'en ce moment, de toute façon, Trump est trop préoccupé par Los Angeles et les émeutes contre ICE. Oui, c'est une des raisons aussi, c'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles on en entend plus parler aussi. C'est parce que là, c'est incroyable ce qui se passe aux États-Unis. Exact. Il y a d'autres choses qui s'est mis à dominer l'actualité. Après ça, Musk pourrait complètement ramener ça sur le tapis s'il voulait. Parce que oui, Musk a perdu la bataille, mais je pense pas qu'il a perdu la guerre. Ou du moins, je pense pas que la guerre est nécessairement finie. Musk est peut-être perdu cette première bataille-là. Il y a peut-être moins d'influence qu'il pensait, mais il y a quand même beaucoup d'influence encore. Il y a eu accès à des infos critiques. Puis d'ailleurs, même avec Dodge, on n'est pas revenu beaucoup, mais on sait qu'il y a eu un accès au système, à des données auxquelles il n'aurait peut-être pas dû avoir accès. Est-ce qu'il en a fait des copies? Est-ce qu'ils se sont gardés des accès privilégiés? Dur à dire, tu sais. Puis c'est une crainte que beaucoup d'observateurs ont. Le fait que peut-être qu'il y a encore accès à tous les numéros d'assurance sociale, les adresses, les infos privées sur tout le monde aux États-Unis. On n'a pas de preuve, en fait, qu'il n'y a pas eu de copie, que des étapes de sécurité ont été respectées. T'sais. Donc, je pense que Musk a encore beaucoup de munitions chargées. S'il décide de se rattaquer à Trump, il peut lui faire mal. Je pense pas qu'il est capable de dépasser Trump en popularité, mais il reste qu'il peut fragiliser sa base, la diviser, puis ça pourrait faire quand même très mal au président. Puis il y a pas aussi même des hauts placés chez les démocrates qui ont comme un peu approché Musk pour comme essayer de voir, tu pourrais-tu venir de notre bord à la place ou c'est ça? Ça m'étonnerait pas, j'ai pas vu ça spécifiquement, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Il y a aussi, le One Big Beautiful Bill, son passage est fragilisé auprès du Sénat. C'est vraiment pas clair que le Sénat va voter pour. Il y a des républicains qui s'opposent. Donc tout ça est à voir. Est-ce que Musk va réussir à fragiliser la base déjà de plus en plus restreinte de Trump? On va savoir. Je sais pas qui va gagner cette bataille-là. Je sais pas s'il y aura d'autres batailles. Mais une chose est sûre, à défaut de manger les riches, on peut au moins espérer qu'ils se mangent entre eux. Et ça, c'est déjà un bel espoir. T'as des belles conclusions. Au dernier épisode de la saison aussi, t'avais une belle conclusion. Merci. Donc, Colin, c'est tout pour cet épisode spécial et
On se croise les doigts, c'était la dernière fois qu'on parlait de Musk ensemble. Ben, je pense que ça peut pas, là. En tout cas, ça va juste dépendre de nous qu'on en parle plus, mais c'est sûr qu'il y a d'autres affaires croustillantes qui vont se passer. Il y aura d'autres affaires, mais je sais pas si je vais avoir encore envie d'en parler. Peut-être si vous me suppliez assez. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? On peut me trouver à Colin Boudria sur les réseaux sociaux. Pour le 20% de Français qui écoutent le podcast, je suis en spectacle à Paris le 2 juillet à la Nouvelle Scène. Fait que vous pouvez fouiller pour acheter des billets. Et c'est tout. La Nouvelle Scène ou la Nouvelle Scène? La Nouvelle Scène, SEINE. Parce que c'est dans la cale d'un bateau sur la Seine. C'est vraiment nice comme ça. C'est malade, ça, quand même. Ouais. Bon, mais bonne chance. Bonne chance à Paris, Colin. Merci. Et nous, on se retrouve cet été. Surveillez les réseaux sociaux, comme je vous dis, PL Wallet, ou sinon... Non, c'est tout. En fait, c'est le seul réseau social. Colin aussi va leur partager. Abonnez-vous à Colin sur Instagram. On n'a pas de page Instagram juste de manger. On devrait en faire une, je sais pas. Non, ben en tout cas, on en discutera off mic. Abonnez-vous à mon Instagram, PLWallet, pour savoir quand les nouveaux épisodes vont sortir. Sinon, évidemment, vous pouvez vous abonner sur les plateformes et vous aurez une notification quand nos épisodes spéciaux cet été sortiront. Donc, merci de nous avoir écoutés. On travaille fort sur la saison 2. Donc, on se retrouve à l'automne pour une saison 2. Et n'oubliez pas de manger les riches. Merci beaucoup.